Bonsoir et bienvenue dans la suite de ce Mediapart Live, cette fois-ci consacré aux écrivains solidaires et plus largement aux artistes qui cultivent la mémoire des luttes sociales et des mouvements sociaux. Alors avec nous pour en parler sur ce plateau, il y a Olivier Cossu. Olivier Cossu, vous êtes le réalisateur du film Un homme est mort, qui est un film d'animation qui a été diffusé la semaine dernière, il y a tout juste une semaine sur Arte, qu'on peut retrouver sur le site. Et puis deux autres invités, Lola Lafont, qui était écrivaine. Alors, je ne sais pas s'il faut dire autrice, écrivaine, écrivain, voilà, c'est un peu, vous me direz peut-être le bon terme. Et puis Didier Deninx, qui est écrivain lui aussi. Et tous les deux, vous avez contribué à la bataille du rail, qui est ce livre un peu particulier qui a été lancé notamment par Jean-Marc Salmon, qui est venu en parler d'ailleurs. Alors, il n'est pas parlé du livre, mais il parlait de la caisse de solidarité qu'il a contribué à lancer avec d'autres pour soutenir les cheminots en grève. On l'a reçu dans un Mediapart Live consacré aux mouvements sociaux qui parcouraient la France au printemps. Et puis, dans la foulée, il y a eu ce livre-là, la bataille du rail. Et il y a une actualité, c'est que il n'y a pas plus tard que quelques jours, que la semaine dernière, les parlementaires ont adopté la fameuse loi sur la SNCF qui grave dans le marbre les grands choix que voulait imposer le gouvernement, la transformation de la SNCF en société anonyme, l'abrogation à terme du statut de cheminot et l'ouverture à la concurrence. Et maintenant, les syndicats sont un peu divisés sur ce qu'il s'agit de faire après le 28 juin. Alors peut-être une première question, avant d'aller dans le fond des choses, de réaction. Au moment qu'on vit maintenant, on n'est plus au printemps quand on parlait avec Jean-Marc Salmon de ce grand élan de solidarité, cette cagnotte de cheminots. Là, on est dans un moment très différent que je viens de décrire. Quelle est votre réaction d'écrivain ou tout simplement de citoyen quand vous voyez le pouvoir avancer tranquillement son projet de loi sans véritablement tenir compte du mouvement social, ou alors il en tient compte en essayant surtout de fracturer l'intersyndicale qui existait? Peut-être, Lola Lafont, on commence par vous. Vous avez tout dit, en fait. Hein. Le rouleau compresseur, en fait, c'est vrai que ça peut sembler un peu démoralisant de se dire que les mouvements collectifs... moi, j'aime pas dire réussir parce que on n'est pas là pour. Je veux dire, c'est pas une affaire de gagner ou de perdre, c'est de continuer. C'est pas une épreuve, c'est pas du sport, et ça peut sembler un petit peu démoralisant, et en même temps, ça crée toujours des liens. C'est-à-dire, moi, je crois vraiment que tous les mouvements sociaux créent des liens entre les gens qui se sont réunis dans la rue ou dans des facs ou dans des lycées, et que ça reste gravé, et que c'est comme un chemin, en fait, qu'on réemprunte plus facilement. Et donc, je ne pense pas que ce soit un échec. C'est déjà de se mobiliser et de faire quelque chose, c'est important. Certains l'avaient dit d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez suivi ce mouvement de près, sur Nuit debout, en disant effectivement, il n'y a pas de traduction immédiate, mais ce qui compte, c'est les liens qui s'y créent, les socialisations qui s'y nouent. Mais c'est comme l'amour, dans un sens. C'est-à-dire que... on pourrait se dire qu'une séparation, c'est un échec. Mais c'est parce qu'on vit des choses et qu'elles s'impriment qu'on peut les revivre mieux. Et donc, moi, je crois ça des luttes, quoi. Je crois qu'on les revit à chaque fois mieux et plus fort. Donc, je pense que là, c'était un premier... Alors, pour parler de sport, un premier round. Un premier round. Didier Deninx. Oui, moi, ce que je voudrais dire, déjà, c'est qu'on est le 20 juin... Et l'unité syndicale dure jusqu'au 28 juin. Donc il y a encore 8 jours d'unité totale. Et c'est ensuite sur le mois de juillet et août, c'est-à-dire le fait de comment arriver à peser sur un gouvernement qui refuse totalement d'entendre dans l'après. Et il y a ça. Mais on a assisté, nous, le fait de participer à cette cagnotte, on a véritablement vécu cette unité. Par exemple, la cagnotte 1 300 000 € qui sont arrivés sur Internet, il a fallu, pour répartir cet argent, que les syndicats se mettent ensemble pour la première fois de leur histoire, créer une association intersyndicale pour gérer cet argent et le remettre. Et actuellement, c'est ces jours-ci,
les premiers versements de la cagnotte, c'est-à-dire qu'il y a déjà sur 1,3 million, il y a pratiquement 700 000 euros qui ont été distribués comme ça aux cheminots. Aux personnes qui ont fait grève et qui ont donc perdu du salaire. Qui ont perdu du salaire. Et les gens perdaient, on nous a donné les chiffres, ils perdaient en moyenne 70 à 80 euros par jour. Et la cagnotte a permis de verser entre 30 et 40 euros par personne. Ça a compensé presque de moitié les pertes. Oui, donc c'est pas rien ce qui s'est joué là. Et il y a eu plus de 30 000 contributeurs. Et ils ont laissé pour plusieurs milliers, 8 à 9 000 ont laissé des messages. Et véritablement là, on a 8 000 ou 9 000 messages de la solidarité avec un thème qui revient souvent, c'est « Merci de nous avoir permis d'être solidaires ». Et donc les gens versaient de l'argent et nous remerciant d'avoir permis qu'ils versent de l'argent. Donc il s'est passé quelque chose dans une partie de la société. Et en même temps, ce thème de la solidarité envers les cheminots, principalement, et c'est assez curieux, il a été porté par cette initiative d'écrivains, de juristes, d'universitaires, et avec ce livre. Ça a été l'espace le plus visible de la solidarité envers le mouvement social. Alors, ma question est peut-être prématurée, puisque vous l'avez dit, l'intersyndicale et l'unité courent jusqu'au 28 juin. Mais est-ce que vous avez déjà des pistes sur la façon dont vous allez pouvoir accompagner tous ceux qui avaient participé à ce projet de cagnotte, accompagner le mouvement social durant l'été? Est-ce que vous envisagez d'autres formes d'action ou tout simplement la poursuite de cette cagnotte? Il y a déjà une chose, c'est qu'actuellement, les écrivains, la trentaine d'écrivains qui ont participé au livre sont sollicités pour aller... moi, hier, j'étais à Gare de l'Est, et à Gare de l'Est, à l'invitation des syndicats, du comité d'entreprise, et on a signé plus d'une centaine de livres. Là, ils vont en recommander 200, donc il y aura une deuxième opération qui sera faite à la Gare de l'Est. Et ça se prépare à Gare du Nord, il y a quelque chose à Rennes. Donc là, le livre, il permet cette jonction et ces rencontres entre les cheminots en lutte et des gens assez éloignés du monde du rail par le travail. Mais les écrivains, c'est des gens qui sont toujours dans les trains. On a besoin des trains pour aller à la rencontre des publics, quoi. Ouais. Alors, je reviens un peu sur la genèse de cet ouvrage. Comment il est né et surtout, est-ce que ça a été facile parce que je crois que vous avez été, vous restez assez modeste, mais vous avez été une des chevilles ouvrières quand même ça a été un travail collectif. Voilà, vous avez été non, il y a eu un travail collectif. Ma question, c'était est-ce que ça a été assez évident, facile de trouver des contributeurs à ce projet? Absolument pas. Par exemple, Lola, on l'a contacté comme Daniel Salnave, comme Annie Ernaux, et la réponse a été immédiate. C'est-à-dire avec les mails, avec les textos et tout, ça a duré 10 minutes, l'acceptation. Donc, quand la cagnotte a été lancée, il y avait une quarantaine d'écrivains dans la cagnotte. Donc c'est ceux-là auxquels on s'est adressé. Mais véritablement, il n'y a eu aucune difficulté. Et il n'y a pas eu de difficulté non plus à trouver un éditeur. C'est Jean-Marie Laclaftine, qui est écrivain et directeur de collection chez Gallimard, qui a passé quelques coups de fil. Et aussitôt, il y a les éditions Don Quichotte qui ont dit on s'inscrit dans ce projet. Et ils ont été vraiment extrêmement efficaces parce que le livre, il s'est fabriqué en 15 jours, 3 semaines, ce qui est absolument hallucinant. L'écriture et puis la mise en place technique du livre. Donc, je ne sais pas, moi... Oui, Lola Lafont, est-ce que ça a été une évidence pour vous de répondre oui? Et surtout, une fois qu'on a envie de dire oui, on se demande un peu ce qu'on va faire comme genre de texte. Ma question, elle est aussi là-dessus, aussi sur l'écriture. En fait, c'est le genre de mail que vous recevez. Enfin, moi, à la fois, je suis super contente parce que quand il y a un mouvement social, on peut y participer comme personne, mais comme auteur, on ne sait jamais trop comment y participer. Donc là, ça tombait... Moi, j'étais ravie. En même temps, c'est un pur cauchemar parce qu'on vous dit, vous avez 5 jours pour écrire une nouvelle. Moi, je mets 5 semaines ou 5 mois. C'est un peu l'inverse de notre vie habituelle, j'ai envie de dire. Donc, ça m'a provoqué des sueurs froides. Et voilà, et il n'y a pas le choix. Et avec un thème imposé qui est intéressant parce que, comme dit Didier, les trains, on y est tout le temps. Quand je sors un roman, je voyage 1 an, tout le temps. Et voilà, et donc c'est une évidence d'accepter. Parce que, j'ai envie de dire, on nous pose souvent la question, est-ce que la littérature est utile? C'est la question. Et là, on a envie de dire, ah oui, ouf. Alors, vous êtes tout le temps dans les trains. Je voulais le lire plus tard, mais je le lis maintenant, puisque vous l'abordez vous-même.
À un moment, alors, la nouvelle est beaucoup plus profonde que ça, mais à un moment, c'est rigolo, parce que je ne sais pas si c'est un vrai dialogue, mais c'est un dialogue avec votre mère, et à un moment, elle dit « Oh là là, tu voyages tellement, c'est tellement normal pour toi. Tu montes dans le train, tu t'y installes, tu travailles dans les trains, tu râles s'ils ont du retard, tu connais les menus de TGV par cœur. » On est quelques-uns à se reconnaître, là. Tiens, je garde tous tes SMS, il y en a des dizaines, il n'y a que le nom de la ville qui change. Regarde, chère maman, je pars au salon du livre de Bordeaux, / Grenoble, / Londres, / Genève. Le train est en retard, / plein d'enfants insupportables, point de suspension. Donc en fait, il y a des sortes de schémas de vie que vous retrouvez à chaque fois dans ces trains-là. Oui, c'est vrai je pense que c'est pareil pour toi. On travaille dans les trains. Moi, j'ai vraiment mes petites habitudes de grand-mère dans les trains. S'il y a des enfants, je fais la gueule, voilà, et tout ça, c'est tout le truc. Mais en fait, ce qui était important là pour moi, c'était que, d'une certaine façon, le monde imaginaire, c'est-à-dire la fiction, pouvait agrandir du réel. Et moi qui aime vraiment travailler sur le réel et la fiction, là, c'était l'application complètement pratique. Il se passe quelque chose dans la rue, il se passe quelque chose dans les cerveaux. La fiction, elle contribue à agrandir encore cet espace-là. Parce que moi, je ne sais pas écrire un tract, en fait. Alors, on va y venir, ça. Mais justement, la réception du livre et de votre nouvelle, alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait beaucoup de signatures à Gare de l'Est. Globalement, la réception a été plutôt bonne. Vous avez eu beaucoup d'invitations, beaucoup de... Oui, il y a une chose, c'est que dès le départ, en discutant Jean-Marc Salmon et avec la Claftine, on avait dit... qu'est-ce qu'on fait on a cette idée de livre, on a des écrivains, et qu'est-ce qu'on fait au point de vue éditorial? Et donc, on voulait totalement éviter le tract, c'est-à-dire que les cheminots, c'est eux qui sont dans la lutte. Il était aucunement question pour nous de surplomber la lutte, de donner des conseils ou de choses de ce genre. Et tout de suite, on s'est mis d'accord à 3 à demander à chacun des contributeurs de travailler sur l'imaginaire. Sur des souvenirs, sur des moments historiques, quelque chose de très très large, mais basé sur un geste littéraire, avant tout un geste littéraire. Et donc ça donne un livre assez particulier, parce que j'ai regardé moi comment il y a eu des livres qui ont été faits par exemple en 1995 avec la... précédent grand mouvement social. Voilà, et impliquant les transports. Et là, on voit que c'était des textes vraiment revendicatifs, avec des délégués syndicaux, des dirigeants syndicaux, avec des sociologues, et ainsi de suite. Et donc, ces livres-là, aujourd'hui, sont dans un coin de la bibliothèque de travail. Mais ils ne font pas partie du corpus littéraire. Et donc là, l'ambition de ce livre-là, c'est de dépasser un petit peu le temps. C'est-à-dire de dépasser le temps de la grève. Et d'un seul coup, il y a quelque chose d'autre qui s'exprime dans les textes, de la vie extrêmement longue. C'est-à-dire, il y a un texte, par exemple, de Valentine Gobi, qui fait référence à un voyage en train de Victor Hugo en 1838. Donc, on est dans ce temps long comme ça. Et la manière dont le rail a structuré un petit peu service public-république. Il y a 2 choses comme ça. Ça irrigue totalement, avec l'idée que... une ligne qui ferme et une gare qui ferme, la librairie ferme derrière. Dès l'instant où un village, une ville est en déclin par le fait qu'elle n'est plus reliée au territoire large. Donc il y avait ça, il y avait cette ambition-là de faire quelque chose qui avait cette ambition littéraire. Et là, on le retrouve dans les rencontres. C'est-à-dire que les gens nous parlent telle nouvelle, tel poème, et ainsi de suite. C'est de littérature qu'on parle avec ceux qui ont déjà lu le texte. On élargit la zone de la lutte. Oui, c'est ce que disait Lola Lafont. Alors, ce livre, effectivement, est une entreprise organise la visibilité d'une lutte, d'un corps syndical encore puissant. Et ça m'amène au film que j'évoquais tout à l'heure, Un homme est mort, dont Olivier Cossu est le réalisateur, qui est l'histoire, pas seulement d'une lutte, mais d'une œuvre artistique, quelque part, qui s'accomplit aussi dans cette lutte. Et Un homme est mort, c'est reparler d'une histoire, à plusieurs reprises d'ailleurs, pour la sauver de l'oubli. On va regarder la bande-annonce ensemble et puis on en parle. Presque toute la ville a été bombardée. Et nous, on reconstruit tout. Et les patrons, eux, ils se tournent bien les pouces. Et ils s'engraissent sur notre dos, les salauds. Hey, camarades, tous à la sous-préfecture!
On va arrêter municipaux. Voilà autre chose. C'est quoi encore ce entourloupe? Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? On se battra jusqu'au bout. On se battait contre les Boches et voilà qu'on se bat entre nous maintenant. Le syndicat a décidé la poursuite de la grève. C'est là que René intervient. René, cinéaste. Il va filmer la grève pour l'usage interne du syndicat. C'est plus un syndicat, c'est la confédération des dégonflés. M'étonnerait bien que ton film y change quelque chose pour nous. C'est pas du cinéma ce qui se passe. Moi, mes armes, c'est les images. C'est pas la violence. J'ai envie de faire des films utiles qui poussent les gens à réfléchir pour l'avenir. Les patrons lâcheront jamais. Bah nous non plus. Un homme est mort qui continue la lutte. Contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Alors pour Chris, le scénariste, et Étienne Davodo, le dessinateur de ce qui a d'abord été une BD avant d'être un film d'animation, Un homme est mort, c'est l'histoire d'une histoire qui ne veut pas mourir. Est-ce que ça résume bien le projet du film? Alors ça, c'est une phrase de Étienne Davodo. Et il a tout à fait raison. On pose souvent la question, est-ce qu'il y aura quelque chose après le film, celui-là? Je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'est de, effectivement, et comme le livre, c'est de ne jamais oublier, ce qui s'est passé, deux, ce qui peut se passer, et de faire des rappels régulièrement. Et tout à l'heure, on parlait de lien avec l'effet rouleau compresseur, en fait, du gouvernement. Et effectivement, c'est des choses qui prennent du temps et qui, ça me fait penser au fait que là, il s'est passé ça avec le gouvernement, mais les personnes qui voient justement un gouvernement qui n'écoute pas le peuple, peut-être que la prochaine fois, ça va réagir encore plus fort et plus nombreux. Donc au final, là, on va pas encore parler d'échec, mais il va se passer encore des choses dans la conscience de chaque individu qui va se répercuter dans quelques temps encore. Et en fait, c'est ça qui est important. Et aussi dans le film, et dans ce que disait Étienne, ça ne meurt pas, surtout de ne jamais oublier, de toujours continuer d'en parler tant qu'il y aura des choses qui se passeront, tant que la dignité des hommes sera atteinte. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et donc on a eu René Vauthier, le réalisateur qu'on voit dans le film, qui a fait un documentaire en 1950 à Brest sur la condition des ouvriers. Il était appelé par la CGT. Pour vite resituer René Vauthier, en fait, c'est un réalisateur qui a toujours fait des films engagés, qui est un réalisateur du cinéma d'action sociale. Et en 1950, justement, l'État français l'a envoyé en Afrique pour faire un documentaire sur les colonisations. Ce qu'il a vu lui a pas vraiment plu, donc il a fait un documentaire contre l'État français. De là, il est devenu clandestin en France, en fait. Et quand la CGT l'appelle pour venir filmer les ouvriers, en fait, il arrive clandestinement à Brest. Donc, René Vauthier, c'est ce personnage, ce réalisateur qui a toujours voulu donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et donc, il a fait un documentaire de 10-11 minutes, et ce film a disparu. Il a été projeté sur les chantiers, parce que c'était l'objectif, à raison de 10, 15 projections tous les soirs, pendant 15 jours, un mois. Ensuite, il a ramené le film sur Paris pour le projeter en petit comité. Le film a cramé. La pellicule, il ne reste plus rien. Il reste 3 petits photogrammes qui sont aux archives de Brest et qui apparaissent aussi dans un autre documentaire d'un ami de René Vauthier qui s'appelle Vive les dockers, le documentaire. Donc, il ne reste plus rien. De là, en 2006, un petit peu avant, Chris veut
parler de René Vauthier, de ce qui s'est passé en 1950. Et là, il y a une histoire, je vous coupe, mais il y a une histoire de filiation à nouveau, parce que je lisais dans un article que le grand-père de Chris, le scénariste, apparemment a participé à la manifestation à Brest où un homme est mort. Justement. Voilà. Et on se rend compte. Qui s'appelait Édouard Mazet. Édouard Mazet, c'est l'ouvrier syndicaliste qui a été abattu par les forces de l'ordre pendant une manifestation, en fait. Une manifestation qui était... les forces de l'ordre étaient là de manière illégale. C'est-à-dire qu'elles ont... ce qu'on montre aussi dans le film, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté municipal interdisant la manifestation qui a été créé le jour même, en fait, ce qui est impossible. D'où la surprise aussi des manifestants en arrivant... Oui, ils ne s'attendaient pas à trouver les forces de l'ordre. Voilà. Et donc, il y avait de la famille de Chris. Et puis, on se rend compte aussi de... Nous, quand on fait des projections, on trouve des personnes qui étaient là aussi et qui voient le film. Et après, on y reviendra aussi, surtout le devoir d'authenticité. Et ça crée toujours une émotion assez forte de faire un film et pour ensuite rencontrer les personnes qui l'ont vécu, qui étaient là, avec tout ce que ça implique, les drames, parce que ça a été une catastrophe pour toute la ville de Brest, quoi. C'était justement l'effet syndicat fait que c'était vraiment une famille. Le syndicat, c'était la famille. Et toute la ville de Brest était syndiquée. Il y avait les ouvriers du bâtiment, il y avait les dockers. Tous étaient vraiment très unis. Donc quand il y en a un qui meurt, c'est un peu comme si tout le monde s'était fait abattre par la police. Tout le monde est frappé. Je vous propose, on va rebondir dessus. On regarde l'extrait où les protagonistes du film reviennent de la manifestation après qu'il y ait eu ce drame. C'est le... Mon Dieu, c'est vous. Les gens disent qu'il y a des blessés, même des morts. C'est vrai? Mais... Tu saignes? C'est pas le mien. C'est celui d'Edouard. Il est mort. Jésus, Marie-Joseph. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien pu faire. Et Paulette? Elle est au courant, Paulette? Mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? On se battra jusqu'au bout. C'est ça le combat! Misère, misère. On se battait contre les Boches et voilà qu'on se bat entre nous maintenant. Qu'est-ce qu'il dirait ton pauvre père? Il dirait la même chose que moi. Les ennemis, c'est les patrons et les flics. Ils ont tué un mec là aujourd'hui. Un gars, mon copain, Édouard. Oh! Arrête de parler comme ça devant la petite. Pourquoi ils ont tué Édouard? T'occupe pas de ça, ma chérie. C'est des histoires de grands. C'est des histoires de tout le monde, ouais. Petits et grands. Qu'on oblige à vivre dans la misère comme des animaux. Ouais, et puis merde, tiens. Alors, ça nous rappelle aussi, parce qu'il y a l'allusion aux Boches, qu'on est en 1950. Dans les livres d'histoire, 1950, c'est les 30 Glorieuses. Mais en fait, les 30 Glorieuses, elles ne sont pas si glorieuses que ça, notamment au début. Le climat est très dur. En plus, il y a des guerres de colonisation. Il y a plusieurs allusions dedans dans le film. On voit une allusion à la guerre d'Indochine. Le réalisateur lui-même, vous l'avez dit, revient d'Afrique. C'est le réalisateur qui a fait Avoir 20 ans dans les Aurès. Aussi, donc on est dans cet environnement-là. Et ça explique aussi pas mal de choses. C'est-à-dire que les manifestants ont une vision des forces de l'ordre qui était aussi dans la collaboration. Donc, quoi, pas toutes, mais il y avait vraiment cette idée aussi à faire passer, c'est qu'on arrive en 1950 avec un climat de tension extrême et des idées aussi dans les ouvriers. On voit dans les forces de l'ordre forcément l'ennemi. Et ils arrivent le jour de la manifestation, et même avant,
déjà un petit peu remonter. Je ne vais pas dire que ça devait forcément exploser, mais tout était réuni pour que ça ne se passe pas super bien, quoi. Et donc, on est à la fin de la guerre, la ville est en train d'être reconstruite, et notre personnage aussi, on essaie un peu de construire autour de ça. Son père était résistant, et il a toute une colère par rapport à ça. Il s'est fait fusiller par les Allemands. Donc, il y a même le petit Zef, donc le personnage qu'on voit là dans l'extrait, il voit aussi, il y a toujours cette idée d'ennemi et de rébellion, il a vraiment il a quelque chose qui bout en lui et qui doit exploser. Et nous, dans le film, c'est ce qu'on montre un peu avant que René Vauthier intervienne, justement, qui va changer pas mal de choses. Il va changer pas mal de choses. Je m'arrête sur ce qu'on vient de dire, ce que vous avez dit sur le fait qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui étaient dans cette manifestation, et donc ce lien entre le passé et le présent. Et je voulais vous poser la question, Didier Denax et Lola Lafont, sur les ressorts, on ne va pas faire de la psychologie de hasard, mais presque intimes aussi, qui vous ont poussé à écrire dans La Bataille du Rail, peut-être pas seulement en solidarité avec les cheminots, mais aussi peut-être liés à des histoires personnelles. Vos parents étaient à tous les deux engagés politiquement, engagés dans le mouvement communiste. Et puis en plus, Didier Denax, vous avez un grand-père qui était cheminot. Je lis un petit extrait de votre contribution, où vous discutez avec le célèbre photographe Willy Ronis, et vous dites, vous vous rendez compte que vous avez tous les deux fait le dernier tour de Paris en traction vapeur, et vous expliquez, voilà, si j'étais sur ce dernier tour en traction vapeur, c'est que le sang noir du monde ferroviaire coule dans mes veines, par tradition familiale. Moi, c'est un grand-père dont la seule photo de jeunesse en ma possession le représente au travail, devant la gare de Fléac-sur-Seugne, en Charente-Maritime, avant qu'il ne monte à Paris aux commandes d'une machine, sa machine. Et vous dites, je ne l'ai jamais vu sur le marchepied, les lunettes rondes relevées sur le front, comme les traits de Jean Gabin dans La Bête humaine. Mais c'est cette filiation qui explique que je ne me sente pas visé, mais au contraire plutôt flatté, quand on évoque devant moi les romans de gare. Donc il y a quelque chose d'assez fort quand même. Oui, ce grand-père-là, il était pratiquement analphabète, parti de l'école à 9 ans, il a travaillé sur le ballast, et puis il est remonté pratiquement de Bordeaux jusqu'à Paris, il est devenu dirigeant syndicaliste, maire d'une ville, maire communiste de Stein, conseiller général de la Seine, et ainsi de suite. Et puis, comment j'ai appris après sa mort, que comme il était pratiquement analphabète, c'est ma grand-mère, quand il avait été élu maire, qui lui a fait des cours du soir comme ça pour lui apprendre à lire et à écrire. On est en 35, 36, 37. Donc voilà. Je fais une parenthèse parce que le héros dont on parlait, le petit Zef, celui qui s'énerve, il sait pas lire en fait. Oui. Voilà. Et donc il y a ça, ce temps long de l'histoire ouvrière. Moi je l'ai vu de manière extrêmement palpable comme ça. Et il avait son frère qui était dans les chemins de fer. Ma grand-mère a travaillé à la RATP, dans un des plus beaux endroits qui est comme dans le souterrain, qui est vers Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare, là, les tunnels et tout. Et puis, cette histoire des morts, comme ça, des manifestations. Aujourd'hui, on a eu à Sivens, le barrage et tout, un mort comme ça dans une manifestation. Et on a vu de la manière dont ça a choqué un pays entier. Dans les années 50 et 60, c'est des dizaines et des dizaines de morts, les manifestations. Quand vous parlez de René Vauthier, vous avez Jean Carpita qui fait la même chose à Marseille sur les docks. On a ça. Et on a les manifestations, par exemple, manifestation oubliée, 53, il y a 10 morts dans les rues de Paris, place de la Nation, le 14 juillet 1953. La police tire et les morts sont des morts algériens. Quelques mois avant le début de l'insurrection algérienne, il y a des morts à Paris parce qu'ils ont déployé un drapeau algérien avec la fille de Messali Hadj qui était là. Et si on reprend comme ça toute l'histoire des années 50, des années 60 et tout, c'est des centaines de personnes. Les 200 Algériens tués dans les rues de Paris le 17 octobre, les 9 communistes tués à Charonne en février 62. Donc ce travail-là, il est vraiment exemplaire, ce travail de remettre en mémoire
quelqu'un qui témoigne pour tous ces gens qui ont combattu dans une époque qui s'appelait la guerre froide, les guerres de décolonisation, et où là, les policiers qui étaient en face, ils tiraient à balles réelles, comme on le voit dans d'autres lieux sur la surface de cette planète. Lola Lafont, vous, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose de votre histoire personnelle aussi, de votre parcours personnel qui joue dans cette solidarité que vous ressentez vis-à-vis des luttes sociales, des mouvements sociaux actuels? Peut-être, c'est difficile. Oui, sûrement. C'est-à-dire que... je ne vais pas raconter ma vie en même temps, mais on peut dire que mes grands-parents étaient ce qu'on appelle des migrants. Et que s'il y a quelque chose qui était obsessionnel et qui était réel, c'est que quand on ne lutte pas, on meurt très pratiquement, quoi, à certaines périodes de l'histoire. Et puis maintenant, on le voit aussi. Et que ça, c'est resté quelque chose de très fort, c'est qu'on peut agir. On peut faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je crois qu'il faut continuer à le dire, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pouvoir qui a réussi à contenir complètement ce que les gens désiraient, ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est des médias qui répètent depuis le premier jour des mouvements sociaux qu'il ne se passe rien, et que c'est raté, et qu'en fait, il n'y a personne dans les rues. Moi, ça me sidère un peu, c'est vraiment très fort maintenant, donc c'est plus dur. Mais nous, on sait que c'est pas vrai, donc... ce qui me semble important, c'est effectivement de continuer à transmettre l'idée que évidemment qu'on peut changer des mini-choses qui finissent par faire beaucoup, et que surtout tout ce dont on bénéficie aujourd'hui, ça vient de lutte. C'est pas un truc qui a été... c'est pas des lois. C'est pas les lois qui ont changé les choses. C'est les gens qui ont lutté de la même façon. Moi, je vais revenir sur un de mes dadas, c'est pas les cheminots, mais par rapport, par exemple, à l'avortement. C'est très bien qu'à la mort de Simone Veil, on ait vraiment dit tout ce qu'elle avait fait. Mais derrière Simone Veil, il y avait des militantes, des femmes qui luttaient depuis des années, qui étaient des anonymes et qui ont poussé. C'est les militants et les militantes qui poussent à ce que les choses changent. Donc ça, pour moi, ce qui compte finalement, et c'est peut-être familial, je ne sais pas, c'est les petites mains. Et à ce propos, je fais ce genre de grands virages, je suis désolée, mais je pense qu'on a encore beaucoup de livres, de nouvelles collectifs à écrire. Et je pense en particulier, on parle de jeunes aux inculpés d'Arago, un gouvernement qui envoie la police dans des lycées et des universités. Je ne sais pas, c'est quelque chose... Quand Macron a été élu, on a parlé de sa jeunesse. Quel jeune envoie la police sur des adolescents, en fait? Donc là, je pense qu'on a un autre recueil à faire, quoi. Et du coup, je vous pose la question, parce que j'avais noté ce propos de vous, je crois que c'était à l'Obs, où vous parlez justement de l'écriture et de ce que vous pouvez faire en tant qu'écrivaine. Et vous dites quelque chose d'assez fort, vous dites « J'ai beaucoup fréquenté les milieux politiques et je m'y sentais complètement décalé. Si la politique n'avance pas, c'est qu'elle utilise toujours la même langue. Je crois en revanche énormément au pouvoir émancipateur de la fiction. » Donc vous vous sentez une vraie responsabilité pour le coup en tant qu'écrivaine pour alimenter tous ces combats-là qui sont effectivement pas que des combats sociaux, matériels, mais aussi des combats pour les droits. Vous avez cité l'avortement. Je crois que ce qui nous renverse la tête à tous, c'est la poésie, et c'est la fiction, et c'est les films, et c'est les séries, et c'est ça qui nous renverse la tête et qui reste en nous. Et qu'effectivement, le problème de la politique, en général, c'est cette sorte de rigidité de la langue et qui ne touche pas. Et enfin, bon, voilà, c'est mon point de vue. C'est pas un diagnostic définitif, mais donc oui, je crois complètement au pouvoir de la fiction. On a chacun et chacune des personnages qui nous ont complètement déstabilisés ou dont on est totalement amoureux. Donc oui. Ouais. Oui, j'y crois, oui. Sans pour autant instrumentaliser la fiction pour en faire justement... j'aime pas trop le terme de littérature engagée. Ça m'embête, quoi, parce que tout est engagé. Je veux dire, quand vous parlez de rien, quand vous faites un roman qui ne reflète en rien ce qu'on invisibilise, par exemple, c'est engagé dans l'autre sens, en fait. Tout est engagé. Oui, c'est un peu ce que Gramsci disait sur l'indifférence, quelque part. Oui. C'est que le poids de l'indifférence, il n'est pas anodin parce qu'il contribue au statu quo. Donc voilà, la littérature est toujours un engagement, évidemment.
Didier Dingue, c'est un peu toute votre œuvre aussi, parce que vous avez beaucoup contribué à ça, notamment dans des romans où vous avez travaillé d'autres mémoires. Je pense par exemple à celle des zoos humains, entre guillemets, dans la Troisième République, avec les Kanaks. Ouais, ouais. Non, mais moi, ce qui m'a touché dans les rencontres qu'on a eues avec les cheminots, c'est que, le contact entre le monde du travail et le monde de la création de manière très large, c'est au début du syndicalisme, c'est au début des bourses du travail. Un endroit à la mode maintenant, la Bellevilloise, il y avait Poulenc qui venait jouer gratuitement, des choses qui venaient de... Il y avait une évidence comme ça pendant certaines périodes. Qu'on a perdu un peu quand même. Oui, mais c'est les périodes optimistes. De l'histoire du mouvement ouvrier, et d'un seul coup le contact est beaucoup plus facile. Puis il y a des périodes qui sont des périodes où on prend des coups, où il y a des reculs et ainsi de suite, et ce contact devient plus difficile à établir. Et là, dans une période qui n'est pas une période facile, la manière dont les cheminots nous disaient: on avait perdu le contact. On avait perdu le contact depuis 95. 95, il y a l'image de Bourdieu, mais qui agissait différemment de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on a véritablement besoin d'entendre votre langue. On a besoin, et en même temps, pour pouvoir se battre efficacement, il ne faut pas que le mouvement cheminot soit complètement prisonnier du passé. Ça joue là-dessus, le statut, les privilèges, et ainsi de suite. Vous défendez des choses qui appartiennent complètement à un monde révolu qu'on voudrait. Il faut s'adapter. Et on deviendrait les conservateurs, et ainsi de suite. Donc il y a ce renversement qui est très efficace. Et d'une certaine manière, le contact avec les écrivains, avec tous ceux qui essayent de fabriquer des pensées, des utopies et d'interroger l'avenir, c'est véritablement une nécessité pour le mouvement social. Et il y a cette gourmandise qu'on a rencontrée dans les contacts. Alors, ce lien-là que vous évoquiez entre les artistes et le mouvement ouvrier, on le trouve dans ce film Un homme est mort, puisque ce fameux personnage qu'on a vu s'agacer tout à l'heure, être un peu brut de décoffrage quelque part, donc il est chargé d'accompagner le réalisateur qui doit filmer le mouvement à Brest. Au début, il est très réticent, ça l'embête d'aller suivre ce gars, de perdre du temps, il ne voit pas à quoi ça sert. Et puis, finalement, petit à petit, il y prend goût, et puis quelque part il y a une sorte d'émancipation, d'élévation grâce à cette pratique artistique. Il finit même par monter le film avec le réalisateur. Donc c'est à la demande c'est le syndicat justement qui lui demande de servir de guide à René Vauthier, qui est aussi breton, sauf que là il arrive dans une ville qui a été complètement rasée et il ne reconnaît plus rien. Et donc Tizef, notre personnage, avec son copain Désiré, va le guider dans Brest pour qu'il puisse faire ses plans et faire son film. Et effectivement, il est complètement opposé à ça, tout simplement parce qu'il n'a pas une connaissance du cinéma et de ce que le cinéma peut apporter, justement, c'est ce qu'on dit. Donc il n'y croit pas. Il n'y croit pas du tout. Et il le fait bien sentir. Oui, c'est marrant parce que dès le début, il y a une scène qu'on peut pas passer, mais où il va vraiment à reculons. Mais quand il s'agit quand même de lui ouvrir les portes, comme on l'a chargé de faire, il va le défendre et il y met de la conviction. Voilà, donc il est ambivalent dès le début. Parce que c'est quand même pas un mauvais garçon à 100%. Donc il fait quand même, comme on dit, il fait le boulot. Parce qu'on lui a demandé, et parce que plus vite il aide, plus vite il termine aussi. Donc effectivement, il va servir de lien entre René Vauthier, qui était aussi syndiqué, et les ouvriers, en fait. Parce que les ouvriers le voient arriver sur un réalisateur. Voilà, c'est Monsieur Cinéma, donc ils ont des préjugés sur lui. Et c'est Tizef qui va expliquer justement que René Vauthier, c'est pas un réalisateur comme les autres, c'est vraiment un réalisateur engagé. Et donc c'est ce qu'on va montrer tout le long du film, mais aussi la relation entre René Vauthier et Tizef, ce que va lui apporter la sagesse, on va dire, de René Vauthier, et le poids des images, à quoi elles peuvent servir et comment elles peuvent faire bouger les choses. Et c'est ce qu'elles vont faire d'ailleurs, elles vont quand même changer la situation.
Et donc voilà, c'est tout ce cheminement de notre personnage vers une certaine... il va acquérir une certaine maturité, il va passer du sale gosse, on va dire, à un jeune adulte un peu plus responsable, mais toujours en gardant une petite colère qui lui permet aussi d'avancer. C'est un petit peu son moteur. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait montrer dans le film, c'est comment le cinéma, l'art, peut faire changer les choses et peut faire bouger tout. Voilà. Et pour revenir sur la fiction, parce qu'on en parle, c'est important de... Pour moi, la fiction, c'est vraiment une sorte de recul par rapport à la réalité, justement, comme si on faisait un petit pas à côté pour mieux voir les choses, en fait. Et encore plus en animation, donc on n'est pas avec du réel sous les yeux. Ça permet au final de mieux faire passer des messages et d'ouvrir le débat encore plus à des adultes, mais aussi à des enfants, en fait, qui découvrent le film. Et c'est pas parce que c'est un dessin animé, mais il y a une certaine douceur et une tendresse dans l'animation qui permet de parler plus facilement à tout le monde, en fait. Alors, il y a effectivement la fiction et puis le poids de la poésie dont parlait aussi Lola Lafont tout à l'heure. Quand donc Vautier fait ce film-là, il ajoute... Il y a un problème de magnétophone, il n'arrive pas à enregistrer les gens qui filment. Voilà. Et donc, petit à petit, il va ajouter lui-même des mots. Et ces mots-là, ils sont en hommage à Édouard Mazet, dont il utilise le nom pour le mettre à la place du nom de Gabriel Péry dans un célèbre poème d'Éluard. Voilà. Qui commence comme ça, ce poème d'Éluard, donc en hommage à Gabriel Péry, qui était un responsable communiste et un résistant qui a été assassiné par les nazis au Mont Valérien. Et donc, le poème commence comme ça, « Un homme est mort », ça donne le titre de l'œuvre, « Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mémoire, contre l'oubli. » Et je passe le poème, et à un moment, donc Éluard dit voilà, il y a des mots qui font vivre, ce sont des mots innocents, amour, justice, liberté, enfant, gentillesse, et il dit ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre, tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux, tutoyons-nous, son espoir est vivant. Et il y a une projection qui est organisée, on la voit dans le film, où le son, c'est plus possible d'envoyer ce poème-là, et donc c'est le TISEF qui doit dire ce poème-là. Et comme il ne sait pas lire, il finit par se réapproprier totalement ce poème et par redire les choses à sa façon. Et c'est le dernier extrait qu'on a sélectionné, qu'on va voir, c'est qu'après avoir fait ça, eh bien, on montre le résultat à Éluard lui-même. On va regarder ce dernier extrait. Et nous, on était là. Et lui, il était là. Édouard Mazet. Mort. Le cœur éclaté. Le cœur éclaté. Un homme est mort. Et il s'appelait Mazet. Monsieur Éluard ? Faudrait lui dire qu'il n'y a plus rien après. Ou alors il dort ? Je ne dors pas. Je vous aurais bien montré le film, mais malheureusement, il n'existe plus. La pellicule est en lambeaux, un accident bête. Je n'avais qu'une copie et... Merci, jeune homme. Mais laissez juste un vieil homme se remettre du choc que cela fait d'entendre de son vivant. Un de ces poèmes digérés par le peuple. Merci, mon garçon. Merci. Dites encore une chose. Qui est ce jeune garçon que j'ai entendu? Est-il parmi nous ce soir? Il est à Brest avec les siens. Alors, un de ces poèmes digérés par le peuple. En fait, c'est une scène qui me touche beaucoup. Le film me plaît. Mais celle-là, vraiment, j'ai quelque chose avec cette scène parce qu'effectivement, ça répond en plus à
comment on a fabriqué le film. C'est-à-dire que dans la BD de Chris et Étienne Davodo, on est vraiment sur René Vauthier. Et nous, on a pris le parti, avec les scénaristes, Guillaume Motalan et Sébastien Roussel, de recadrer un peu les choses et d'être sur les ouvriers et pas sur le réalisateur. Premièrement, pour ne pas refaire 2 fois la même chose. La BD l'avait très bien faite. Et c'était surtout pour être vraiment avec ceux qui font ce mouvement, qui sont dans la rue, qui vivent dans les baraquements, pour filmer leur quotidien, en fait. C'est aussi une manière de montrer ce que René Vauthier a pu filmer. Vu qu'on ne sait pas ce qu'il a filmé, c'est une manière de l'imaginer, et je pense que c'est plutôt ça qu'il a filmé. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène. Et effectivement, il y a cette idée de digérer par le peuple et par Petit Zef, parce qu'il ne sait pas lire. Donc il se retrouve avec le poème sur une feuille, et ne sachant pas lire, en fait, il décide de sortir ses tripes, en fait. Et de tout ce qu'il a retenu, justement, la colère qu'on peut voir dans le film, de l'exprimer enfin et de montrer que c'est pas juste un petit teigneux, c'est aussi c'est un être humain qui ressent des choses, qui a souffert avec la mort de son ami Édouard Mazet. Et c'est ce que dit Éluard, en fait, c'est tout ça, il a compris, en fait, ce que j'ai écrit. Et il le dit à sa manière, mais au final, c'est encore plus beau, presque. Voilà. Parce que ça vient des tripes, quoi. Ouais. Voilà. Lola Lafont, Dîner des Dingues, c'est une grande question, mais est-ce que vous avez cette préoccupation, ou peut-être ce fantasme quand on est écrivain, de se dire, comment c'est reçu, et j'espère finalement que les gens se saisiront de ce que j'ai fait et s'en serviront, en auront un usage pour eux-mêmes, ou pour exprimer des choses autour d'eux. Est-ce qu'on réfléchit à ça, au fond, quand on écrit ? Pas quand on écrit, parce que... moi, j'ai pas l'impression d'écrire pour des gens, mais avec plein de gens. Voilà. Mais ce qui est génial, moi, pas ma plus grande fierté, mais un grand moment de bonheur, c'est d'avoir vu le titre d'un de mes romans pendant plusieurs manifs écrits sur les trottoirs. Je crois que ça m'a plus touchée qu'une bonne critique. Et je l'ai vu plusieurs fois, donc à chaque fois, c'est une sorte de... Finalement, c'est comme disait Didier, on écrit pour retrouver des traces et on les remet, on les fait, on les transmet, on leur redonne une certaine vie, etc. Mais ce qui est vraiment très très beau, c'est le moment où le roman est redigéré, il n'en reste qu'un petit bout. C'était quoi le titre du roman qu'on retrouve ? C'était Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Et ouais. Même question ? Non, mais moi, je le raconte dans le livre. J'ai un de mes livres qui a été dépecé par le peuple. Je vous laisse raconter cette scène, parce qu'elle est assez incroyable. Je me suis retrouvé, mais c'était il y a 25 ans, dans un compartiment. Et il y a la personne il y avait un couple, et l'homme du couple a sorti un de mes romans. Et j'étais là, j'étais fier comme c'est pas permis. Il a commencé à le lire, et je regardais, j'essayais de voir comment il réagissait à la lecture. Et quand il a eu fini le premier chapitre, il l'a déchiré devant moi, comme ça, et il l'a passé à sa femme. Et il a continué à lire pendant qu'elle lisait. Et pendant tout le voyage, le livre a été lu comme ça par 2 personnes. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie d'un écrivain comme ça, qui sont extrêmement, extrêmement marquantes. Je crois savoir, ou si mes renseignements sont bons, que... alors, pas le grand-père cheminot que vous aviez, mais un autre, a acheté une parcelle au père d'Éluard, du poète. Paul Éluard est né à Saint-Denis, comme moi, et son père était marchand de biens, comment il s'appelait, Clément Grindel. Il avait des grands terrains à Stein qui ont été lotis. Et mon grand-père, au début des années 20, a acheté une parcelle du lotissement du Globe à Clément Grindel, comme ça. Et j'ai la signature de mon grand-père et celle de Clément Grindel sur ça. Et dans le règlement de copropriété, il était dit que les gens qui avaient ce lotissement comme ça, et que mon grand-père devait faire en sorte que le chemin de Gonesse à Saint-Denis soit toujours libre, afin que la famille Grindel puisse y circuler librement à cheval. Donc
Entre Éluard et moi, il y a un cheval quand même. Je reviens un peu parce qu'on approche de la fin de cette conversation, je reviens un peu au point de départ finalement. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de projections publiques, vous avez déjà parlé, vous, des rencontres autour du livre, là, à la fois autour de la bataille du rail, mais autour de vos propres romans, vous faites beaucoup de rencontres avec les lecteurs. Depuis votre position, qui est partielle, mais qui est importante, qu'est-ce que vous percevez en fait de ce que ressentent les gens? On parlait tout à l'heure de cette sorte de défaite en trompe-l'œil du mouvement social. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui dans la société, dans le climat, à travers les réactions des gens à ce que vous présentez? Peut-être on commence par vous, Olivier Cossu. J'imagine que ça remue beaucoup de choses, ce film. Oui, alors là, on commence il a bien tourné. On a fait des projections en Belgique, en France, au Maroc, la semaine dernière au Festival d'Annecy. Et c'est un besoin de sens, en fait. Les gens ont envie de voir des choses fortes et qui parlent de sujets qui les touchent directement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas plus besoin de divertissement, mais là, ce qu'il en ressort, effectivement, d'une manière unanime, c'est que les gens nous disent « Ah, ça fait du bien ». Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des films qui nous racontent des choses du quotidien, des choses fortes et importantes. Et voilà, les gens qui l'ont vécu, ça, il y a comme un soulagement au final de se dire ça intéresse quelqu'un et en plus on en fait un film. Et c'est pas facile de faire un film d'animation adulte, engagé, ou avec un sujet engagé. C'est pas facile, donc en plus... Et les gens s'en rendent compte, en fait, de sortir ce genre de film actuellement. Et notamment au Maroc, en fait, il y a eu vraiment un public assez jeune qui venait nous voir pour nous dire en fait, on a besoin de ça, même nous, en fait, on aimerait bien faire ce genre de choses pour faire passer des messages et pour dire qu'il y a des choses qui ne vont vraiment plus. Et donc, c'est un sujet assez universel, en fait. Ça parle à tout le monde. Et je vous dis que ce soit en Belgique, au Maroc, en France, partout, on a vraiment le même son de cloche. Et ça fait du bien, on en a besoin. Et surtout, il faut continuer. Il faut continuer à faire ce genre de film parce qu'on en a besoin. Voilà à la fin. Vous pouvez me redire votre question? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Sur ce que vous ressentiez du climat social à travers toutes les rencontres que vous faites à travers avec vos lecteurs. Je suis incapable de vous répondre. Ça serait d'abord parce que je suis toujours un peu gênée quand on dit les gens, parce que les gens c'est nous, et puis que si je dis les gens, c'est comme si je me mettais à surplomber tout le monde et que j'avais une position de savoir ou de, j'allais dire le pape, mais c'est pas grand-chose en fait. Mais non, je sais pas. Ce que je vois dans les rencontres, c'est que d'abord, moi, les rencontres, elles sont globalement au féminin. Les personnes qui viennent dans les librairies, pour moi, c'est des femmes. Donc déjà, si je me fiais à ce que je vois dans les rencontres, je verrais un monde de femmes, avec un homme de temps en temps qui vient. Je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils lisent ou pas. Mais sans rire, je suis incapable de faire des généralités comme ça, parce que la seule chose que je peux dire, c'est que je vois des libraires hyper investis et que je vois à quel point, finalement, le monde des rencontres est rassurant par rapport à la silhouette de la personne qui traverse les rues avec son iPhone, avec le dos courbé et qui vous rentre dedans. C'est pas la réalité, complètement. C'est-à-dire, je crois vraiment, c'est peut-être un optimisme, je crois vraiment qu'avec un livre, on peut se retrouver quelque part, avoir envie d'en parler, et que voilà, on relève la tête, même physiquement. Vous savez, les postures qu'on a quand on regarde son téléphone, c'est très inquiétant. On va finir comme ça. On penche la tête. Ouais, c'est une soumission, c'est quelque chose techno-soumission, quoi. Et on aura des gros pouces. Et des gros pouces. Mais des belles dents, grâce à Macron. Un dernier mot, peut-être. Oui, moi,
Je sors un bouquin là et sur l'état de la banlieue et sur la dégradation comme ça, et j'ai énormément de retours dans toutes les rencontres que je fais en parallèle avec le livre sur les cheminots, et la manière dont la littérature, le temps arrêté dans l'espace du roman comme ça est une nécessité, et où des gens remercient d'avoir, grâce à la lecture d'un livre, l'impression de crocheter les ongles sur la réalité, de pouvoir véritablement la saisir. C'est-à-dire, dans une époque de surinformation avec tous les robinets ouverts et tout, il y a le paradoxe de la nécessité du livre pour vraiment énormément de gens, et des gens, ce qu'on appelle le peuple, hein, non pas des spécialistes de la lecture, mais le livre, j'ai l'impression, qui retrouve une véritable nécessité, et la rencontre se fait là. Alors, ce temps arrêté, je vais un peu le prendre, puisque je profite de vous avoir ici et de parler de ce livre pour lire les dernières lignes de votre contribution, Digne Denax, dans ce livre, La bataille du rail, et ça nous fera une belle conclusion. Vous écrivez « Le but du voyage n'est pas seulement d'arriver à destination. La traversée des paysages, ce n'est pas du temps aboli, ni une parenthèse dans la vie. L'œil aux aguets, au travers des vitres, des compartiments, dans le champ clos mouvant du wagon, on espère tous l'aventure, comme si le convoi pouvait échapper à la malédiction parallèle des rails et prendre les chemins buissonniers. Les paupières s'alourdissent pour protéger les rêves. J'imagine que le grand mécano ferroviaire, les hommes juchés sur les caténaires après l'orage, les aiguilleurs aux gestes sûrs, les ouvriers des voies bravant l'intempérie, les bâtisseurs de viaducs, de verrières, les conducteurs aux yeux écarquillés. J'imagine que tout ce monde s'est simplement rassemblé pour que nous partagions cela, ce sentiment que chaque départ peut changer l'histoire, que dans ces moments suspendus, tout redevient possible. » Je vous propose de conclure cette conversation sur ces mots-là.